Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlons d'écriture, du pouvoir des mots, de littérature au féminin. Nous parlons du Parlement des écrivaines francophones. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes. 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 Voilà, sur le plateau avec moi, il y a des non-créolophones, donc femme, ça veut dire femme. Merci mesdames, merci d'être avec nous sur le plateau de Femmes. Il y a Sedef Esser, qui a de multiples casquettes, mais on va en savoir un peu plus tout à l'heure. Il y a Fawzia Zouari, elle aussi, mais qui est aussi présidente du PEF, on en saura un peu plus tout à l'heure. Et il y a notre Marie-Josée Ali nationale. J'aime bien le possessif. Voilà, Marie-Josée Ali, notre Marie-Josée Ali nationale, voilà, qu'on connaît bien en Martinique. Comment allez-vous? Très bien, ravie d'être là, vraiment. Ça va? Bon. On va faire un petit tour de table. Je vous, c'est un petit peu intimidé, histoire de se réchauffer un petit peu. On va commencer par Madame la Présidente, Fawzia. Est-ce que tu ou vous pouvez vous présenter, ou tu peux te présenter, Fawzia, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Fawzia Zouari, je suis d'origine tunisienne. J'ai émigré en France, comme beaucoup d'autres qu'on appelait à l'époque les étudiants du tiers-monde, c'est-à-dire dans les années 60-70, où j'ai continué mes études, où j'ai fait un doctorat de littérature comparée. Après, je suis passée à Jeune Afrique, où j'ai travaillé où je travaille toujours d'ailleurs. Et entre-temps, j'ai essayé d'écrire quelques livres. Tu as essayé d'écrire quelques livres. Pour en finir avec Scheherazade, avec Valentine d'Arabie, la fille oubliée de Lamartine en 2020, La caravane des chimères en 90, Le voile islamique, La retournée. Je ne suis pas Diams. Alors moi, j'ai une question sur ça. Parce que Diams, c'est vraiment la chanteuse, non? Oui. OK, en 2015, Ce pays dont je meurs en 1999, Le corps de ma mère en 2016, et puis Par le fil, je t'ai cousu aux éditions Plomb, c'est le plus récent. C'est le dernier. C'est le dernier. Je veux juste en lire quelques lignes, et puis après, on va vraiment rentrer dans le détail. D'Ibiza, par le fil, je t'ai cousu, ton sang, je t'ai fait avaler. Nul ne pourra plus t'ouvrir, ni l'homme, ni le fer. Tu as un mur contre un fil, sang de genoux, ferme ton petit trou. Je pose ça là, je m'arrête ici. C'est Def Esser. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors moi je suis née à Istanbul. J'ai commencé par à raconter des histoires, à entrer dans la fiction par le plateau, théâtre et cinéma. Et puis petit à petit, je suis venue à l'écriture. J'ai fait des études littéraires, mais aussi le conservatoire à Paris. Et ensuite, j'y suis restée. Voilà. Et j'ai commencé, au bout d'un moment, à écrire en langue française. Donc voilà. Mais tu as commencé par l'acting, tu étais actrice jeune. Oui, très jeune. Oui. Voilà, je ne vais pas faire comme si je t'ai déjà vue, mais je l'ai lu. Et tu as commencé très jeune. Dans quelles circonstances tu as commencé? En fait, j'étais un peu une enfant actrice. Voilà, donc j'ai fait pas mal de théâtre et de cinéma. Et puis après, avec l'école, j'ai arrêté, bien sûr. Mais très, très jeune, à 16 ans, j'ai eu envie à nouveau de faire du théâtre. Et puis très vite du cinéma. Et puis à un moment donné, je me suis dit que je n'avais pas envie d'être interprète, mais je voulais dire mes propres mots. Donc je suis arrivée à l'écriture par le plateau. Et puis ensuite, roman, nouvelle. Et puis quand je suis passée à l'écriture en français, c'était encore une autre histoire. Juste, j'ai peut-être été inattentive, mais tu es née À Istanbul. à Istanbul, et tu es venue à quel moment? Alors, je faisais beaucoup d'allers-retours, mais une première fois pour des études à 20 ans, à 19 ans. Oui. Ensuite, j'ai fait des allers-retours pour travailler en Turquie, pour tourner des films, pour faire des spectacles. Et puis, au bout d'un moment, avec les enfants, on s'installe. Voilà. D'accord. Et tu écris en français et en turc, ou juste en français? Ces dernières années, je n'écris plus beaucoup en turc. Je D'accord. suis vraiment... oui, c'est pas rien. C'est un acte Oui. lourd de changer de langue d'écriture. Et là, Oui. j'écris vraiment exclusivement en français en ce moment, sauf si on me demande un article en D'accord. turc. Voilà. Mais tu ne rêves plus en turc, tu rêves en français. Ça dépend des jours. Tu t'arrives encore de rêver en turc. Eh bien oui, même en Martinique, j'ai rêvé en turc. Ah, très bien. Ouais. Marie-Josée Ali, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, je m'appelle Marie-Josée Ali. Alors, oui. Non, alors, moi, ce que je veux dire, c'est que, franchement, quand j'ai rencontré toutes ces filles formidables, c'était un salon du livre. C'était mon premier bouquin, c'était le convoi et tout. Et on me présente, voilà, on me dit, voilà, Fawzia Zouari qui a un projet.
projet un peu dingue. Et Fawzia me raconte son projet. C'est Myriam Senghor qui nous a présenté. Dit voilà, j'aimerais faire le Parlement des écrivaines francophones. Il y a des femmes qui écrivent dans le monde entier, qui écrivent en français. Allons faire le truc. Et je la regarde et je me dis, cette femme, soit elle a une énergie de dingue, soit on va se vautrer, soit on va... Bon, aujourd'hui, on est 171. Attends. On te demande de parler de toi. Mais oui, je attends, parle de moi, là. mais elle peut pas. C'est sa modestie. Non, Je non, non, parle non, de non. moi. Imagine-toi que tu as face à forme des jeunes femmes qui ne te connaissent pas. Moi, je te connais. Il y a Non, des mais gens qui c'est te pas connaissent. intéressant, moi, justement. Oui, non, mais c'est pas de ça qu'on parle. Je te demande de te présenter en quelques mots. Tu as vu, elle commence par ce qu'elle veut nous montrer. CEDEF a fait pareil. Qu'est-ce que tu veux dire de toi, au-delà du fait que tu parles de ces dames? Et on va passer Après toute avoir été l'émission. longtemps journaliste à la télévision et après avoir passé des années enchantée, parce que j'aime ça, j'ai aimé ce que je faisais avec une caméra, parcourir le monde pour amener des documentaires qui nous concernent et qui nous situent dans le monde. J'ai eu très envie de donner une chance à ma seconde vie d'être la vie rêvée, c'est-à-dire de faire de la musique complètement et d'écrire enfin. Et ça a été un grand bonheur parce qu'on n'écrit pas en faisant... Enfin, moi, j'avais du mal, je ne pouvais pas écrire et faire le métier que je faisais. Je fais trop tout à fond, donc je n'arrivais pas à faire le métier de journaliste et puis écrire. Donc, un jour, j'ai dit, en une semaine, j'ai dit, tiens, je vais quitter France Télévisions parce qu'il faut que j'écrive. Et donc, je suis partie de France Télévisions pour écrire en me disant, voilà, ça va me botter le derrière parce que, voilà, je quitte ce qu'a été ma vie. Oui. Pour faire de la musique et pour écrire, donc il faut que je fasse de la musique, il faut que j'écrive. Parce que j'avais le sentiment que l'écriture, c'était un espace, une sorte d'Olympe inaccessible, qui était où moi, je n'avais pas... je lisais tous les jours de ma vie depuis que je sais lire. Mais donc écrire, j'avais une admiration totale pour les écrivains. Pour moi, c'était des gens tellement... et puis écrire, pour moi, c'était presque... tu sais quoi, ma légitimité dans l'écriture. Ben, à partir du moment où on décide de le faire et puis qu'on a un imaginaire et des choses à dire au monde, eh ben on y arrive et je suis contente d'avoir fait ça. Et pour vous aussi, CEDEF et Fawzia, c'était inaccessible? C'était quelque chose de loin, de lointain, Fawzia? Le fait d'écrire? Oui. Ou est-ce que c'était immédiat? C'était immédiat. Non, je ne me suis jamais imaginée en écrivain. J'étais même pas sûre de pouvoir poursuivre l'école, puisque dans ma famille, j'étais la seule, après ma petite sœur a continué, mais mes sœurs aînées ont été malheureusement empêchées d'aller à l'école. Donc c'était déjà bien que j'aille à l'école, c'était déjà bien que j'ai des diplômes. Donc je ne rêvais pas à l'époque d'être vraiment une écrivaine. Ça m'est tombé sur la tête beaucoup plus tard. Et je ne lisais pas d'ailleurs. Beaucoup d'écrivains vous disent j'ai écrit parce que j'ai beaucoup lu. Oui, non. Et chez moi, non. Chez moi, il y avait le Coran. Il n'y avait pas d'autres livres. Donc il y avait les livres, les manuels scolaires. Oui. Mais petit à petit, c'est parce que j'ai lu un seul livre, en l'occurrence Madame Bovary, je le dis toujours 10 fois, que j'ai eu l'idée peut-être, ou quelque chose m'a donné cette intuition d'écrire qui est venue après. Mais je n'ai jamais décidé, ce n'était pas un programme, je ne me voyais pas en écrivaine. Et CEDEF, toi qui as écrit de très nombreux textes, de très nombreux livres et des pièces de théâtre aussi. Plutôt, oui, en fait, moi, je crois que j'y suis venue par... D'abord, bon, comme on disait, comme je suis un peu née dedans, raconter des histoires était assez naturel. Mais par contre, écrire, je me souviens très bien, c'était en regardant un Tchekhov. Et donc, je me suis dit, oui, en fait... Comment l'auteur a écrit, parce que jusque-là, je regardais toujours les comédiens, j'écoutais les répliques, etc. Et là, j'ai décortiqué la scène, en fait. J'ai dit, là, il s'arrête de parler, là, il se regarde. Donc, il y a il y avait puis quelque chose de très sensoriel. Dans Tchekhov, il y a toujours ces femmes qui s'ennuient terriblement, tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, je pourrais peut-être faire ça. Et voilà, un jour, on écrit quelques répliques pour une copine qui l'interprète et on se dit, mais en fait, je pourrais peut-être écrire pour le plateau. Par contre, écrire des romans, ça, j'étais très intimidée. Mais bon, voilà. En fait, après, c'est du travail. Alors, ça n'est que c'est du travail. Moi, je n'ai pas envie de parler de talent parce qu'après, les jeunes, ils croient que c'est quelque chose qui tombe comme ça du ciel. Je ne sais pas ce que pensent mes consoeurs, mais moi, j'ai envie de parler de travail. C'est-à-dire, vraiment, quand j'écris, je réécris, je réécris, je réécris. Vraiment, je suis obsessionnellement avec mon texte. Je pense que... Enfin, moi, j'ai envie de parler plus de travail que de talent. Oui, mais il y a une idée fixe quand on commence un texte, par exemple, par le fil Je t'ai cousu.
c'est quelque chose qui vient, qui s'impose, la thématique s'impose, une idée fixe, on sait il y a un message, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas forcément de message, mais il y a une démonstration qu'il faut faire et c'est le point d'arrivée ou c'est... Oui. Je crois qu'il s'agit moins de messages que de scènes fondamentales qui nous ont marqués à un moment ou à un autre de notre vie. Et parce surtout, que toi, tes récits sont autobiographiques. Oui. Souvent, c'est comme ça. Donc, on écrit, en tout cas, moi, j'écris avec des scènes, 2 ou 3 scènes qui reviennent toujours, dont celle-ci, donc qui est autour du corps. Et d'ailleurs, je disais à Marie-Jo à quel point j'étais étonnée en Martinique de la façon dont les corps se comportent et racontent autre chose. Autre chose que quoi? Le corps est libre, je l'ai oui. trouvé ici, alors que nous, moi je fais partie d'une société arabo-musulmane où on cache les corps. Et donc, comment les cacher, comment les faire disparaître, c'est ça la problématique. Tout le temps, comment les voiler. Donc il y a une autre architecture. Alors que ici, les filles, moi j'arrive et elles sont libres de leur corps, ça ne pose pas problème. Je crois que j'ai une grande partie de mon écriture a consisté justement à retrouver, je ne dirais pas à dénuder le corps, mais en tout cas à le retrouver, à lui donner une présence. Alors, juste après, donc, après cette phrase que j'ai lue, tu dis l'impression de me manger et l'envie de vomir. Parce que voilà. Et puis alors, je t'ai entendu donc dans une interview que tu donnais à l'Alliance française le 1er avril 2022, tu dis toute écriture féminine peut-être n'est qu'une tentative de retrouver son corps. Oui, en tout cas pour toi. Pour moi, c'est ça. Et cette scène avec laquelle commence ce livre, qui est une scène, en fait, c'est un rituel magique. Qui correspond un peu à l'excision en Afrique subsaharienne, mais là, ce n'est pas de l'excision. C'est-à-dire, avec des mots, on va essayer de fermer le corps d'une fille. Mais quand vous êtes enfant, vous croyez vraiment que le corps est fermé. Ferrer le sexe blindé. Voilà, c'est avec des mots. Vous avez une matrone qui fait ça. Voilà, elle vous fait manger un petit grain de raisin avec votre sang, et c'est terminé. Mais voilà, encore une fois, une histoire du corps qui est différente. Mais tu dis toute écriture féminine peut-être n'est qu'une tentative de retrouver son corps. En tout cas, la tienne, c'est ça. La mienne, c'est ça. Je ne sais pas pour... Pour toi, Marie-Jo. Mais je crois que plus largement, et c'est c'est ce que j'ai découvert grâce à mes consoeurs et amis maintenant, c'est que justement, en fait, oui, toute écriture féminine cherche à retrouver son corps, le corps de la femme. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, mais différemment. On ne cherche pas le même corps, mais c'est à travers mon corps que j'existe. Mon ventre, il est dans ma tête. Le ventre des femmes, il est dans leur tête. En fait, comment te dire, la projection sur le futur, le fait de fabriquer la vie longuement. C'est pas un coït, c'est longuement, c'est 9 mois. Celles qui l'ont pas fait, elles le font dans leur tête. Donc, je pense que en fait, c'est vrai, c'est de se réapproprier son corps et de ne jamais oublier. Tu sais, au yoga, quand on a fini une séance de yoga, on s'installe et on dit merci à mon corps de m'avoir permis de faire tous ces mouvements-là. Ben voilà, moi je dis merci à mon corps d'être ce qu'il est et de me permettre de côtoyer, de flirter avec l'éternité. Et dans ton écriture, tu dis ça. Et bon, je pense que ça passe par là. Cela dit, moi, c'est différent. Chacun écrit avec ce qu'il a vécu. Je crois que tu es réconciliée avec ton corps parce qu'elle me donne des leçons. Ah oui. Et elle me dit ouvre ta poitrine, regarde la mer. Oui. Et donc c'est vrai. Oui, c'est un peu la leçon martiniquaise du corps. Je ne suis pas fâchée avec mon corps. Je n'ai jamais été fâchée avec mon corps. Je l'ai trouvé pas très intéressant parce qu'il ne correspondait pas au canot de la mode de l'époque que je traversais. Mais en fait, au fond, je m'en fous. Et ça me permettait de vivre une révolte supplémentaire. Je suis une révoltée permanente, donc ce n'est pas un problème. Mais l'écriture, je pense qu'elle est très, je veux dire, chacune écrit pour des raisons différentes, même si on écrit pour des... Et à partir de raisons différentes. Bon, toi, tu as expliqué, Moi, je crois franchement que je n'aurais pas écrit comme ça si je n'avais pas vécu cette vie de journaliste. En fait, j'ai rencontré des gens que j'ai aimés vraiment profondément parce qu'on rentre dans l'intimité des gens. Quand on fait du documentaire, on les interviewe, je suis rentrée dans des intimités et les gens me faisaient confiance et tout. C'est des gens que j'aurais aimé qui continuent à partager ma vie. Et ça n'est pas le cas. Donc, je leur donne une deuxième vie parce qu'ils sont tous dans mes romans et puis je leur donne une autre vie. Je les mets dans d'autres histoires, etc. Donc, c'est un peu ça. C'est Def, donc Faouzia, donc toute écriture féminine n'est qu'une tentative de retrouver son corps. C'est quoi pour toi, toute écriture? Et sachant que toi, tu es sur plusieurs registres.
Ben, le corps est très présent. Déjà, quand on écrit pour le théâtre ou le cinéma, on écrit pour des acteurs. C'est-à-dire quand on écrit un roman, on écrit seul. Il y a un lecteur ou lectrice seul qui va lire seul. Alors que quand on écrit pour le théâtre ou le cinéma ou la radio, il y a une équipe qui vient transcender cette écriture, poser une deuxième écriture dessus, parfois une troisième. Et c'est des gens qui écoutent ça ou qui regardent ça collectivement. Donc déjà, les corps sont très présents. Après, en écrivant le roman, oui, ce dernier roman, qui est mon premier roman en Trésor français, national. absolument, qui est mon premier roman en langue française, je crois que j'ai même peut-être perdu mon corps. J'étais, au contraire, peut-être, j'étais sans corps et je me baladais comme ça au-dessus d'Istanbul, je m'envolais, je regardais mon enfance peut-être. Donc, j'ai un autre rapport au corps, je crois. Là, en fait, donc Trésor national, on en parle. Donc, c'est ton dernier ouvrage. Tu parles d'une femme connue, c'est ça? Oui, Et puis c'est ça. c'est finalement une traversée des coups d'État, quoi, du demi-siècle, le coup d'État de 60, 71 et 80, c'est ça? À travers, je n'ai pas lu ce livre, Oui. donc décris-le-nous, pitch-le-nous, comme on dit aujourd'hui. Oui, pitcher son livre, c'est très difficile, mais c'est grosso modo, c'est une actrice qui est une née actrice. en 1934. Je lui ai inventé cette date de naissance pour plein de raisons. Qui Après, naît dans oui, la jeune les nazis. République turque. Et comme nous, on est quand même dans ce coin du monde, c'est très fréquent, les coups d'État. Elle traverse bien sûr tous les coups d'État, 1960, 1971 et 80. 1980. Et en 2016, il y a une tentative de coup d'État et sa fille se rappelle. Et donc nous traversons toute l'histoire contemporaine turque, mais ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un Oui, oui. essai. Donc on suit une diva, une actrice turque, et on la suit à travers ses grands rôles, soit au cinéma, soit au théâtre. Et puis c'est aussi... Oui, avec une relation très tendue entre la mère et la fille. Parce que moi, Voilà. je l'ai relu, Ah. et c'est vrai que c'est ça qui est important, parce Oui. que cette femme qui dit à sa fille, voilà, le jour où je pars, je ne veux pas que ce soit des couillons qui écrivent Mon éloge qui funèbre. fassent mon éloge funèbre et tout. Est-ce que tu peux me gratter 2 pages? C'est un peu ça, ouais. Et la fille, Oui. en gros, dit mais je me suis retrouvée devant l'incapacité. Tu m'arrêtes si je me trompe. J'adore non, parler très de bien. des bouquins Vas-y, de vas-y, si tu m'as dit la première lectrice. c'est ça. Et la fille qui dit, mais je me suis retrouvée devant l'incapacité d'écrire 2 pages. Et j'en ai donc écrit 400. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est un peu ça. Et d'une relation qui est complètement... Parce que cette mère qui est là, qui n'est pas là, qui est totalement égoïste, qui est faite... Une star, quoi. Qui est une C'est star. une star, oui. Qui circule dans les trucs sans son, qui circule entre les gouttes, qui finalement est folle amoureuse de son père, qui est un mec qui se retrouve en tôle, parce qu'on va vite en prison. D'ailleurs, ce que ne dit pas CDF, c'est que son retour au pays natal, ça va être super important, parce qu'elle est plus ou moins interdite de séjour, je ne sais pas. Elle n'embrasse pas Erdogan sur la bouche, ça c'est clair, c'est pas la cam d'Erdogan, des gens qui ont écrit des choses qu'elle a écrites, donc c'est un peu, elle est En tout cas, persona non grata en Turquie. D'accord. C'est plus une histoire d'amour en même temps. C'est une histoire C'est un d'amour. hommage au Et cinéma et au cette femme, théâtre. elle vit avec un autre homme qui, lui, est complètement dans la mouvance des militaires qui arrivent au pouvoir. Et donc, voilà. Et je pense que CDF, moi, peut-être, commençons dans cet Orient, quelque chose qui n'était pas connu jusque-là. Nous désacralisons les mères. Et les mamans. Oui. Nous, par exemple, au Maghreb, Oui. tous les écrivains hommes qui ont écrit, c'est Driss Raibi, La civilisation ma mère. Donc, les mères sont sur un piédestal. Et Mais nous, oui. on vient C'est et on intéressant. dit, voilà, et on interroge et on critique et on dit non. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau dans cette littérature-là et de ce monde-là qui dit que le paradis est sous les pieds des mères. Vous avez vu ce film Les filles d'Olpha? Oui. Qui C'est une Tunisienne qui est est magnifique. On en a diffusé un extrait, enfin, en tout cas, la bande-annonce. Il est magnifique. Il parle de ça, en fait. Il parle de ça, de ce pouvoir, de cette relation finalement un peu ambivalente entre des filles et la mère, qui sont les gardiennes d'une tradition qui, effectivement, qui met le pied sur la tête des femmes. Et donc, vous avez créé le Parlement des écrivaines francophones. On en dit un mot d'introduction, on va en faire le focus. Alors, pourquoi c'est en 2018? Alors, très, très vite, oui, en 2018. Donc, on a créé cette plateforme avec... C'est très simple. Il y a 3 éléments qui nous unissent. Nous sommes des femmes, nous sommes des écrivaines et nous écrivons en langue française. Donc, à partir de là, on s'est dit, on va créer quelque chose de commun. On va expliquer, dire, démontrer qu'il y a un écrire ensemble, un écrire peut-être au féminin, et en même temps, créer une solidarité entre les femmes, une diversité, parce que je crois que c'est une des rares plateformes où vous avez des femmes qui viennent des 5 continents.
Vous êtes Donc, nombreuses, 151, combien nous vous êtes? sommes, non, 170, on a passé les Ça augmente, 170. ça augmente, ça augmente. Oui, on a beaucoup de Martiniquaises. D'intégrer Nadia Chonville, là, par exemple. Voilà. Ah, très bien, Ah, très bon. bien. Ouais. Donc Oui. nous sommes, oui, aujourd'hui à peu près 172, D'accord. mais nous sommes du monde entier, c'est ça Très bien. et nous sommes solidaires. Et chaque fois qu'une écrivaine est mise en danger, politiquement parlant, ou dans des pays où les femmes sont opprimées, eh bien on s'exprime, on publie des manifestes, et puis les filles se parlent entre elles, s'aident en écriture, on essaye de faire en sorte que des jeunes viennent à l'écriture, des jeunes filles. Donc voilà, c'est un engagement, mais c'est aussi un engagement, bien sûr, pour le droit des femmes. Nous sommes dans le combat des Tout à femmes. fait. Alors, la transition est toute trouvée. Merci, Faouzia. Focus. Non, mais elle parle, voilà, pendant le jingle, c'est comme ça que ça se fait, mais c'est pas grave. Donc, dans Focus, vraiment, c'est lié, en fait. Je suis allée un petit peu loin, retrouver donc, un texte, une tribune qui a été publiée dans Le Monde, c'était en septembre. Et en fait, c'était une tribune qui était à l'occasion des 1 an, vous savez, des émeutes, en fait, de la révolution féminine, un petit peu, qui a commencé en Iran après le meurtre, on va dire comme ça, ou l'assassinat de Mahsa Amini, cette jeune femme qui a été violentée au point d'en mourir par la police des mœurs en Iran. Et donc, c'est une tribune donc, qui a été publiée par Le Monde, donc 5 textes écrits et transmis clandestinement par des militantes iraniennes des droits humains. 4 d'entre elles été incarcérées à la prison d'Evin. La 5e y a été incarcérée par le passé. Donc, cette prison est située dans le nord de Téhéran. Voilà, donc, il y a Zénab Jean Lalian, je ne sais pas si je dis bien, qui a été incarcérée, donc militante féministe kurde de 41 ans. Narges Mohammadi, qui entre-temps, alors on voit Narges Mohammadi, qui entre-temps a eu le prix Nobel de la paix il y a quelque temps. Il y a Sepide Golian, qui est journaliste emprisonnée pour avoir couvert des grèves ouvrières. Il y a Niloufa Bayani, je crois que c'est elle qu'on voit, Niloufa Bayani, qui a, elle, été emprisonnée parce qu'elle militait pour l'écologie, la préservation de l'environnement et qu'elle travaillait sur un programme de défense de l'environnement des Nations Unies. Et puis, il y a Golrokh Irae, qui est une Iranienne, une écrivaine de 43 ans, qui a été donc incarcérée dans les premières semaines du mouvement qui a suivi donc l'assassinat de Mahsa Amini. Et en fait, elle fait un triste constat, elle dit, je cite, hein, en dépit de cette séquence d'une particulière cruauté, la position internationale de la République islamique se renforce. Donc, en tout cas, je voulais vous montrer ces choses-là, cette tribune, pour parler d'une part de, finalement, peut-être du rôle de PEF à l'égard de ces femmes, de deuxièmement, l'importance d'écrire dans une situation qui est une situation d'enfermement. Et puis, voilà, donc un commentaire peut-être. Est-ce que ces femmes-là, vous les connaissez au Parlement des écrivains bien sûr, francophones? nous suivons, Oui. bien entendu, ces affaires-là. Enfin, c'est l'actualité pour nous et la plus brûlante. Et donc, nous avons suivi, bien sûr, la révolution iranienne, qui aurait pu déboucher sur quelque chose d'extraordinaire. C'est un espoir. Hein. C'est un espoir, et c'est pour la première fois, elle est portée par les femmes. Parce que, vous savez, le féminisme dans le monde arabo-musulman, les pionniers ont toujours été des hommes et pas des femmes. Et pour une fois, on a, contrairement aux révolutions arabes, ce qu'on a appelé le printemps, Le printemps arabe. voilà, c'était que des femmes. Et on a pensé qu'il y a une révolution dans la révolution, qui est la révolution féminine. C'est ça qui était important. Et moi, je persiste à croire que la vraie révolution dans ce monde-là doit être laïque et féminine. Il n'y a pas autre chose. Donc nous étions là, nous avons écrit, bien sûr, pour soutenir les Iraniennes. Nous voulions même leur faire passer des messages pour leur dire notre solidarité. Idem pour l'Afghanistan. Oui. On a quand même publié des choses pour dire l'indignation que nous avions devant ces femmes qui sont mises sous tutorat, qui sont considérées pas du tout comme des êtres humains. Donc voilà, vraiment, parce que là, il s'agit du combat des femmes. Et là, on veut dire que les écrivaines ne sont pas derrière leur bureau à écrire et puis c'est tout, qu'elles sont impliquées dans les affaires du monde et notamment dans le combat féministe. Donc nous sommes là à chaque fois. PEF, c'est un mouvement féministe? Oui. Oui. C'est peut-être un peu réducteur. C'est un mouvement qui, pour moi, c'est un mouvement progressiste, c'est-à-dire qui va vers le devenir du monde. Oui, mais C'est pas féministe. Mais Faouzia assume, elle dit le Non, mais mouvement laïque et féministe. Bien Mais sûr, toi, oui. C'est une autre étape. C'est là. une autre étape, Oui. mais ce qui est important, c'est que bon, quand on parle de l'Iran, on parle de ce qui s'est passé en Afghanistan, ce qui se passe en Iran et tout. Au PEF, il y a des Iraniennes, Oui. il y a des Afghanes. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas une réaction de l'extérieur. Oui, On oui. donne de leçons à personne.
on a la réaction de l'intérieur qu'on accompagne, et c'est ça qui m'a séduite complètement dans le PEF. Et en plus, je me suis vraiment posé la question à un moment, parce que l'idée quand même vient de Fawzia, c'est Leila Slimani, c'est Sedef, c'est les femmes d'Orient, on va dire, pour faire court, hein, cet Orient un peu. Et je me suis demandé quel message, enfin non, plutôt quelle parole les femmes d'Orient ont à donner au monde qui m'interpelle aussi fort. Et tu as Moi, trouvé caribéenne. Et tu as trouvé? Ouais, je pense que j'ai trouvé, mais c'est un chemin. C'est un chemin. Parce que, alors, pour Fawzia, elle nous a dit tout à l'heure, elle est arrivée, elle a vu ces femmes avec leur corps assumé, cette libération que toi tu incarnes face à la mer, tu lui apprends à respirer. Mais bon, mais pour revenir à ce qu'elle disait, c'est le corps et la nature aussi, ce qu'elle exprime. Pas seulement ça, parce que je trouve que cette terre est véritablement fertile en données philosophiques, au point de vue des valeurs, au point de vue de comment faire avancer les choses. Ah oui. Quand je regarde la Martinique, on était au musée, et je me dis, mais cette petite île, mais qu'est-ce qu'elle a donné au monde comme chose extraordinaire. Et il y a eu Césaire, il y a les confluents, et donc à chaque fois, ce n'est pas pour vous, c'est pour le monde, ça. Quand Césaire dit la négritude et qu'il serre la main de Senghor, nous on s'y retrouve de l'autre côté, donc en Afrique. Et je me dis, mais jusque-là, ça n'a été que des hommes. Et que maintenant, peut-être, que les femmes martiniquaises pourraient être à l'origine d'une parole pour le monde. Parce que nous croyons véritablement que la solution, peut-être pour le monde, elle est féminine. Alors pourquoi ne partirait pas d'ici? Alors précisément, dans PEF, dans le Parlement des écrivaines francophones, vous avez des Martiniquaises et vous avez notamment Catherine Marceline qui a écrit sur une dame qui était peut-être derrière Césaire et Senghor, Paulette Nardal et les sœurs Nardal. Donc depuis quelque temps, on en parle. On parle aussi de Suzanne Roussy. Donc voilà, le mouvement... Née Roussy. C'est l'épouse de Césaire. Donc voilà, c'est peut-être que le mouvement, je ne sais pas, Cédef, peut-être que le mouvement... Il s'agit d'être devant, pas derrière. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, moi, je pense que notre force, c'est effectivement de venir de partout. C'est-à-dire que quand il y a parce que notre maison, c'est un groupe mail. Hein. On n'a pas de maison. On se retrouve de temps en temps, mais c'est pas... dans le monde. Donc, on est virtuellement réunis. Et quand il y en a une qui commence à parler d'un sujet, on peut mettre la caméra à Montréal, on peut mettre la caméra à Dakar, on peut mettre la caméra à Istanbul. Et on n'a pas la même vision, bien sûr. Et c'est ça notre force. Je pense qu'on peut s'emparer d'une même thématique et avoir une diversité de points de vue absolument formidables. Et ce que dit Fawzia, c'est super important. Nous avons besoin d'un espace de parole. Voilà. Et il se situe quelque part dans le monde. Et je sens que cet espace de parole qui dit l'espoir, la solution du monde au féminin, il est ici. Je me trompe peut-être. Je ne sais pas comment Marie-Jo... Ce que dit Fawzia, ça m'a vraiment interpellée parce que je l'ai toujours ressenti et on n'en a pas forcément parlé. Mais de venir dans cet espace caribéen où toutes les identités, toutes les cultures se sont croisées avec plus ou moins de bonheur, dans des grands chaos, et avoir encore une place à gagner par les femmes. Et quand tu entends le discours des femmes ici, qui sont des potomitans la plupart du temps, souvent, qui ont cette relation, comme on dit chez nous, les yeux dans les yeux avec le monde et avec l'horizon, Fawzia a mis vraiment des mots sur ce que je sens complètement quand elle dit le féminin, c'est l'avenir du monde. Et ça peut partir d'ici. On peut dire ce féminin-là à partir, mais c'est ici, c'est la Martinique, ok, mais c'est toute la Caraïbe. C'est toute la Caraïbe. C'est cet endroit qui a encore beaucoup de lumière à prendre par rapport au reste du monde, qui a été l'Europe par-ci, les États-Unis par-là, l'Orient par-là, l'Afrique par-là et tout. Mais la Caraïbe, elle est Schwartz, le noir complet. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai commencé à raconter notre histoire à toutes mes camarades, toutes ces femmes qui sont des femmes de lettres, il y a eu une curiosité, un intérêt et un désir, parce que c'est pas évident. En fait, tu sais, on a la traite, la plantation, la colonisation, l'arrivée de... C'est un roman. C'est le roman de nos vies. Et ben, c'est un roman de nos vies qui interpelle beaucoup plus loin que nous. Et alors, de la même façon que je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que ces femmes d'Orient ont à me dire et à dire au monde qui m'interpelle à ce point-là et qui fait que j'embarque
L'Orient, bien sûr, l'Afrique, je savais. L'Occident, je sais que même si ta partie la moins aimée, il faut l'accepter aussi. Bon, mais l'Orient. Et donc, je me suis dit, cette partie-là, de la même façon que je pars avec elle, de la même façon, elle part avec moi. Mais précisément, revenons sur sur quoi tu pars avec elle, précisément. Sur quoi tu pars avec elle? Qu'est-ce qu'elle te donne à voir? Avec quoi tu as envie de t'embarquer? Ce qu'elle me donne à voir, pour être trivial, on va dire. Moi, j'avais une posture sur le voile qui était très franco-française de gauche. Ouais. Tu as envie de porter Diams. Ouais. Elle a eu envie. Fawzia, quand j'ai vu ses cheveux se hérisser et qu'elle m'a dit, mais ça va pas. Elle étouffait de trucs et qu'elle m'a expliqué les trucs. J'ai compris que ce n'était pas aussi simple que cela. Et que cette espèce d'avis qu'on pouvait avoir, de leçons que le monde donne. Ce n'est pas, c'est pas comme ça qu'il faut. C'est l'universalisme de gauche français qui dit les droits de l'homme, il faut les laisser aussi les droits de la femme. Il faut que les voix sortent de là d'où elles viennent. Oui, disons un mot d'ailleurs. C'est pas que les femmes d'Orient, c'est-à-dire que nous avons en commun, toutes les femmes du monde, quelque chose dans lequel on peut puiser et qui peut trouver ce que je t'appelais tout à l'heure la solution au monde. Et moi, j'ai cette intuition, ce que je veux, parce qu'elle veut pas, parce qu'elle est responsable maintenant, quelque part, parce qu'elle est responsable de cet espace à partir duquel va partir une parole pour le monde. Parce que je sens en elle la femme, c'est-à-dire celle qui est dans le sacre de la vie, celle qui refuse le piège des mémoires, celle qui veut réconcilier les mémoires, et tout ça. Et je le trouve en Marie-Jo. Il y a des filles formidables au PEF. Vous voyez, par exemple, pour la francophonie, pour vous dire, pour moi, s'il y a un espace de parole, c'est le Canada. Pour parler de la langue française et tout. Mais pour parler de cette solution au monde par le féminin, je trouve que là, on est dans une continuité, je ne veux pas dire de discours, mais en une continuité d'histoire des idées et de la pensée à donner au monde. Ok. Jingle, mot de femme, on continue la discussion, mais on change de décor. Voilà, les filles, je vous aime. Déclaration d'amour de Marie-Jo pendant le jingle. 2 mots quand même de Je ne suis pas Diams, Fawzia, si tu permets. J'avais une curiosité sur cet ouvrage. Donc on a commencé à aborder le thème. Donc c'est Diams qui change en fait. C'est une rappeuse incroyable et puis qui vient avec le voile et qui dit le bon islam c'est ça. Et moi, j'ai dit, non, c'est pas ça. Moi, je suis musulmane, je suis pas voilée, donc tu ne vas pas me dire que l'islam, c'est le voile. Et donc, mais c'est le 3e livre sur le voile. En 2015. Et où je dis que ma position, qui est très, très claire, qui n'est pas du tout dans le voile, parce qu'encore c'est une façon, encore une fois, de voiler le corps, et donc de l'exclure de l'espace public, et de le mépriser en quelque sorte. Donc, je dis non, on peut être parfaitement une bonne musulmane sans avoir à se voiler la tête. Voilà. Donc, le propos, c'est celui-là. Et malheureusement, et ça je le dis, les convertis, parce que Diams est chrétienne à l'origine, je crois, elle s'est convertie, sont parfois plus royalistes que les rois. Bien sûr. Donc, c'est comme les fumeurs et les anciens fumeurs, tu sais. Très souvent, les convertis à l'islam me sont beaucoup plus... Ils te donnent des leçons, c'est comme ça, c'est autrement. Et donc, c'est son cas. Ok. Alors, donc, vous êtes en Martinique, donc PEF en Martinique, donc le Parlement des écrivaines francophones en Martinique. Pourquoi la Martinique? Donc, on a vu, merci. Voilà, un centre du monde se dessine ici, d'où pourrait partir cette parole transformatrice de notre humanité, on va dire ça comme ça. Mais, mesdames, vous avez choisi de parler de Césaire. Attendez, les gars, je vous dis les gars, là, excusez-moi. Césaire, l'alpha et l'oméga, on a l'impression... Alors, d'abord sur l'homme, il y a Glissant, il y a Fanon, il y a Orville, il y a... Voilà, pourquoi Césaire? Alors, on sait que Marie-Jo a écrit et a fait des choses avec Césaire. Pourquoi Césaire? On commence par nos invités, Marie-Jo. D'accord. Alors moi, José m'a dit que et elle avait envie qu'on vienne parler de Césaire dans le pays de Césaire. C'est chose impossible. Donc je lui ai écrit. Tu as dit oui. Non, je lui ai dit 2 jours après, oui, mais il faut que je trouve une porte d'entrée. Et cette porte-là, je l'ai trouvée par le théâtre, parce que quand j'étais une jeune comédienne au conservatoire, il y avait un grand metteur en scène turc à Paris que j'avais connu et que j'admirais et qui était en train de monter une saison au Congo en 1989. Et donc, et moi, j'en avais jamais entendu parler de Césaire.
Et c'est comme ça que j'ai découvert cet auteur. Et j'ai dit à Marie-Jo, bah, écoute, pour ce voyage, j'ai envie de faire une enquête. Et j'ai été chercher cette troupe. Et j'ai su ensuite que ce metteur en scène turc était le metteur en scène le plus invité en Martinique pour monter avec 9 spectacles. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils cherchaient ici? Et pourquoi ils sont devenus amis, Césaire et Mehmet? Et donc voilà, j'ai fait une petite enquête là-dessus. Et ben, on va le dévoiler au fur et à mesure de nos rencontres. Des tables rondes, en fait, Voilà, je pense que Mehmet était un metteur en scène qui faisait feu de tout bois. Il faisait du théâtre avec tout, avec des figures traditionnelles, avec des tam-tams, avec de tout le folklore anatolien de Turquie. Et il a apporté ça en Martinique. Et voilà. Et donc là, parce que je suis venue, moi, avec mon Césaire, voilà, donc coffret que ma mère a acheté. J'ai même, Très beau. maman, petite dédicace, j'ai même retrouvé les traites que tu devais payer à l'époque. C'est pas donné, c'est de très beaux livres. Donc les œuvres complètes de Césaire, je vous recommande. Je ne sais pas si ça existe encore. Ça n'existe plus, Ça, voilà. C'est un trésor donc national. poésie, donc c'est de 78. Donc il y a la national. poésie, donc il n'y a pas moi la minéa qui est arrivée après, 82, il me semble. La poésie, les textes politiques, à la fois comme leader du PPM, discours sur le colonialisme, etc. Et le théâtre. Et donc, Cédef, je t'invite, si tu veux bien, à nous lire un petit extrait Oui, un petit d'une saison au Congo, s'il te plaît. J'ai choisi cet extrait très rapidement parce que je trouve qu'avec Césaire, on a des personnages de puissants par lesquels arrive le grotesque, le burlesque, le comique, comme il dit lui-même. Hein. Donc, voilà, j'ai choisi cet extrait-là. Et tout de suite derrière, il n'a pas peur de mettre du poétique, le jeu politique et le jeu poétique. Voilà. Donc, c'est Basilio qui parle, qui est le roi des Belges, qui dit: ce peuple barbare, jadis terrassé par la rude poigne de Boulamatari, nous l'avons pris en charge. Et oui, la Providence nous a commis ce soin et nous l'avons nourri, soigné, éduqué. Si nos efforts ont pu vaincre leur nature, si nos peines rencontrent salaire, par cette indépendance aujourd'hui, je le rapporte, nous allons l'éprouver. Qu'ils fassent donc l'essai de leur liberté, ou bien ils donneront à l'Afrique l'exemple que nous-mêmes donnons à l'Europe, celui d'un peuple uni, décent, laborieux, et l'émancipation de nos pupilles nous fera dans le monde quelque honneur, ou bien la racine barbare, alimentée dans le puissant fond primitif, reprendra sa vigueur malsaine, étouffant la bonne sémence inlassablement semée pendant 50 ans par le dévouement de nos missionnaires. Il faut l'écrire quand même, ça. C'est quand même du Shakespeare, mais c'est un peu du bouffon. C'est un peu ce qu'on fait avec le procès où vous faites l'accusation en disant exactement le contraire de vos convictions, ce qu'on fait avec le procès. Mais des j'adore écrivains. les personnages comme ça. C'est par eux qu'arrive justement le conflit dramatique. C'est quoi le procès des écrivaines? Ah ben, on va en parler de ça. Ah ben, allons-y. Ah ben, c'est un truc qu'on a autour d'une table dans un café à Paris avec une sénatrice, Laurence Rossignol, qui est très pour la cause des femmes. Mais pourquoi vous faites pas un truc genre un procès où chacune fait un texte et puis voilà, on a sur la thématique. Sur la thématique surtout. La thématique c'était les femmes écrivaines sont-elles dangereuses? Alors oui, ça fait partie du programme. Et voilà, c'est dans le programme. Et donc tu as là, l'acte d'accusation va être dressé par ces femmes-là qui vont dire exactement que les mots-là, c'est génial. Oui. Nous sommes les procureurs, Cédef et moi. C'est ça, que les femmes ne doivent pas écrire. Parce qu'elles ont, déjà quand elles ont leur menstruation, déjà elles ne sont pas crédibles. C'est prouvé scientifiquement. Elles ne peuvent pas conduire, non, d'ailleurs. Elles ne peuvent pas conduire, etc. Donc c'est ça qui... Donc c'est comme un tribunal, en fait. Oui. Vous avez la présidente du tribunal, vous avez des procureurs, des accusés, des témoins. Et on fait ça sous la forme d'un vrai procès. Et on l'a fait un peu partout. On l'a fait à Beyrouth, on l'a fait à Orléans. En Roumanie, à Orléans. Ouais. Et il y a des avocats de la défense, là-bas? Oui. On se défend nous-mêmes. C'est ça qui est très fort, c'est que les accusés, parce qu'il y a des accusés, et puis il y a des témoins de la défense. Il n'y a pas un avocat de la défense qui prend la parole pour toutes les femmes. Il y a les femmes qui sont accusées qui dans leur accusation, se défendent. Et bien sûr, c'est un truc complètement fictif et ça nous a beaucoup excité de faire ce truc parce que finalement, il y a celles qui avaient un texte qui était proche de la sincérité parce qu'elles écrivaient quelque chose qu'elles pensaient fondamentalement. Et il y en a d'autres
qui écrivent des textes qui vont juste de l'autre côté Des arguments monstrueux. des arguments en fait. monstrueux qui ont existé. En fait, c'est pas personne n'invente rien. D'accord. Qui ont été ça qui est Mais il y a intéressant. bien sûr un public. Et le c'est le public. public qui juge à la fin. D'accord. Et alors c'est Donc, drôle qui parce nous que acquitte ou pas. on va le faire à l'Agora France Fanon, donc à l'hôtel de Cluny, ce sera la clôture. Et pour revenir à la question que tu posais, tu remontes France Fanon, Glissant, Césaire, que des hommes. Moi, ce qui m'intéressait quand j'ai demandé aux filles de venir autour de Césaire, c'est parce que la parole de Césaire, c'est pas une parole que pour les hommes. Quand si tu prends le discours sur le colonialisme, si tu dis des choses, enfin les filles le diront mieux que moi. Moi, je veux que les femmes se réapproprient ce discours pour en faire une arme de leur propre combat. Parce que là, pour l'instant, on a l'impression objectivement que, nous, on n'est pas des sachantes de Césaire. Je ne suis pas une sachante. Moi, les universitaires font ça super bien, décortiquent chaque vers, décortiquent chaque... C'est pas mon propos. Mon propos, c'est l'humain. Et qu'est-ce qu'il nous a dit, cet homme-là, d'humain? Il aurait pu être femme. Qu'est-ce qu'il nous a dit d'humain? Il nous a dit qu'il y a... nul n'est inférieur à rien, à l'autre. Et tu prends cette parole-là, en fait, je sais pas, Fawzia le dira sûrement mieux que moi, parce que c'est un peu son truc. Enfin bon, voilà. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, même dans la parole des hommes, parce qu'on ne laisse supprimera pas la parole des hommes, il y a des hommes qui ont parlé merveilleusement bien, qui ont dit des choses extrêmement intelligentes. Nos armes, elles sont là aussi. Bien sûr. Nos armes, elles sont là aussi. Et pour le coup, oui, pardon. Vas-y. Non, je voulais juste dire qu'évidemment, il y a tout ce qui est, cette défense des opprimés, tout ça, mais il y a aussi une écriture extrêmement raffinée et sophistiquée aussi. Oui. Donc, il y a aussi sa langue que nous admirons. Ça, c'est encore autre chose, un autre aspect. Fawzia, toi, qu'est-ce que tu retiens de Césaire? Alors moi, c'est comme la maman qui les pousse vers certains chemins. Et ça, c'est quelque chose, un objectif du PEF, c'est de déconstruire les discours et de relire les grandes œuvres, les grands hommes, etc., autrement, éventuellement de les critiquer et plus encore de les dépasser. Voilà. Donc, moi, c'est cette démarche-là. Comment lire Césaire du point de vue des femmes? Oui. C'est surtout ça. Et donc, peut-être pas le décortiquer, mais dire ce qu'on trouve dedans, ce qu'on ne trouve pas, comment a été son attitude vis-à-vis des femmes, de sa propre femme, des autres, etc. A-t-il été dans le combat des femmes, etc. Mais c'est la démarche un petit peu philosophique, et, voilà, de déconstruire les discours, mais pas seulement pour critiquer, pour trouver après une autre parole. C'est vraiment ça. Alors, moi, je cherche les armes miraculeuses. Tu cherches les armes pour nous. Oui. Alors moi, je voulais juste lire un extrait d'un des textes les plus connus de Césaire, Cahiers de retour, et qui est pour moi une espèce d'œuvre cinématographique. Donc juste un petit extrait comme ça, pioche au hasard. Dans cette ville inerte, cette foule désolée sous le soleil, ne participant à rien de ce qui s'exprime, s'affirme, se libère au grand jour de cette terre sienne, ni à l'impératrice Joséphine des Français, rêvant très haut au-dessus de la négraille, ni au libérateur figé dans sa libération de pierre blanchie, ni au conquistador, ni à ce mépris, ni à cette liberté, ni à cette audace. Au bout du petit matin, cette ville inerte et ses au-delà de lèpre, de consomption, de famine, de peur tapie dans les ravins, de peur juchée dans les arbres, de peur creusée dans le sol, de peur en dérive dans le ciel, de peurs amoncelées et ces fumerolles d'angoisse au bout du petit matin, le morne oublié, oublieux de sauter. Ce texte a été écrit il y a très longtemps, 1939. Il a été écrit, oui. Voilà, donc voilà, ça parle avant la guerre. Avant la guerre. Alors, venons-en à ce qui va se passer. Donc, ces moments différents. Donc, il y a le procès, vous l'avez dit. Donc, c'est des rencontres. Le procès, aussi. c'est la clôture. Voilà. C'est les rencontres, en fait. Ça commence à la maison de la Canne aux Trois-Îlets. On a des thématiques autour de ce qu'on appelle les tables rondes, c'est-à-dire c'est une discussion qui est ouverte. C'est toujours en deux temps. À partir de Césaire, on parle d'assimilation. J'ai réalisé en discutant avec mes consoeurs que l'esclavage dans leur pays, c'est totalement différent. Donc, on a envie d'en savoir davantage. Oui. Que la relation de la femme au monde est complètement différente et pas seulement ce que... Je ne savais pas que le premier pays qui a donné le droit de vote aux femmes 10 ans avant la France, c'était la Turquie. Je le savais, mais je pense que peu de gens s'en souviennent. Et savoir qu'aujourd'hui, la Turquie, c'est Erdogan, on se pose des questions sur la façon dont, sur les vigilances qu'il faut mettre en place, nous les femmes, pour que le monde tienne et fasse un pas après l'autre, comme écrit Césaire, avance et ne recule pas de 10 ans chaque fois. Donc, il y a ce rendez-vous à la Maison de la Canne. Ensuite, on a prévu d'avoir...
On a des rencontres avec les collégiens, et c'est formidable. Les scolaires, les Les collégiens. scolaires, parce qu'ils ont préparé des trucs, ils nous ont demandé des extraits de texte. Parce que c'est la première fois, en fait, c'est une première. Parce qu'il y aura 10 écrivaines qui Oui, vont débarquer voilà. dans le collège. 10 écrivaines qui vont débarquer Oui. 10 écrivaines qui viennent de partout. De partout, tout à Qui fait. ont leur propre imaginaire à partager Voilà, avec les enfants. Émile Pierre, on va les citer, donc père haïtien de mère dominicaise. Qui habitent le Canada. Georgia Maclouf, qui est entre libanaise. Paris et Beyrouth. Il y a Marie-Rosa Beaumont-Morin, qui est franco-camerounaise. Sophie Bessy, qui est agrégée d'histoire, qui est française. Et puis... non, Sophie Bessis, elle est juive tunisienne. Tunisienne, pardon. Et puis, il y a les Martiniquaises. Donc, il y a Marie-Jo, il y a Suzanne Drassus, Catherine, Marceline, et puis, bien sûr, Faouzia et Cédef, bien entendu. Avec Voilà. ça, on fait un beau petit tour du monde et je pense que les élèves, Oui. enfin les jeunes, ils sont passionnés. Bon, on continue sur le programme, je vais faire très vite. Oui. Ensuite, il y a un rendez-vous à l'université. Alors, on est c'est une table ronde autour de la modernité. À la fois du propos de Césaire. Et chaque fois, en 2 parties, on parle. On démarre avec Césaire et puis on continue avec les œuvres des auteurs, leur pays, etc. Ensuite, on part dans le Nord. On va au collège de Basse-Pointe, le collège Aimé Césaire, et ensuite une table ronde sur Césaire et les femmes. D'accord. Mais vraiment, dans Basse-Pointe, la mère est une femme, et c'est là on verra. Ensuite, à la salle Émile Maurice, à l'hôtel de l'Assemblée, on rencontre l'association des auteurs de Martinique, parce qu'il y a une association des auteurs de Martinique, c'est important. Oui, dont je fais partie d'ailleurs. Dont tu fais partie, donc tu seras là, merci. L'âme, peut pas, mais bon, oui, l'âme, qui est présidée par Jala, notamment. Oui, c'est Voilà. ça. Donc, c'est intéressant de parler de nos problèmes, les éditions, les trucs, l'écriture. Enfin, on va avoir un truc un peu plus technique. Ensuite, à la Bibliothèque Schellcher, c'est une rencontre qui est organisée pour et par l'UFM. Oui. Donc, l'Union des femmes de la Martinique. Donc, il y aura... vraiment, voilà. Ça, c'est important. C'est important. Oui, oui. C'est important parce qu'on va pas parler de Césaire, là. On va parler des femmes. Et ensuite, on la clôture que tu connais avec... D'accord. Voilà, ça se Jusqu'à ce qu'il termine. faut, Madame la Présidente, Faouzia, sur quoi ça débouche alors ce moment? Donc c'est de l'échange, etc. Sur quoi ça devrait déboucher? Est-ce qu'il y a donc tu nous as parlé de cette vision liée à ce que tu comprends de ce pays-là et de la puissance que qu'elle dégage en fait, que cette communauté dégage. Sur quoi ça peut déboucher du coup? C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on se réunisse, qu'on se voie et qu'on parte et puis c'est tout. Voilà, un petit tour en voilà. Martinique. Non, justement, on va essayer de semer la graine pour que l'année prochaine, on continue cette réflexion et qu'il en sorte donc ce discours pour le monde qui sortirait de Martinique. C'est ça qui est important. Super. C'est que le rendez-vous devienne pérenne et qu'à chaque fois, on avance sur cette pensée-là. Je pense que nous devons donner quelque chose à dire. Je parlais de Gramsci hier, et j'avais lu ça dans l'exposition de Césaire, où il dit il faut donner de la pensée, une réflexion au monde, et pas entre intellectuels, mais il faut la donner aux masses. C'est ça, il faut qu'on passe de ce stade où on écrit entre nous pour donner quelque chose au monde. C'est ça qui est important et qu'il faut continuer. Alors, à 5 minutes, un peu moins de 5 minutes de la fin, je vous pose la question que je pose à toutes mes invitées, tous mes invités. Quel est l'homme? Alors, on a beaucoup parlé de Césaire, donc peut-être qu'il y en a un autre. Quel est l'homme dont vous voudriez parler, l'homme qui vous a le plus marqué? Même si on a beaucoup parlé de combat féministe, On peut parler de nos chéris et tout ça. Oui, ce que tu veux, mais généralement, quand ça s'est déjà produit sur ce plateau, je dis la caméra, voilà, vous regardez la caméra, chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. L'amour, je Tout t'aime. est possible. Chérie, Non, mais ouais, voilà, c'est def. Mais tu vas dire ça, tu vas dire ça, ta chérie. Un homme qui a le plus marqué, c'est ça? Oui, qu'un l'homme, homme c'est le moment de l'homme, là. Voilà. Qui est le moment de Bon, il y a eu Césaire, Eh mais bon, bien, le j'ai moment. parlé au début, je pense que c'est par Tchekhov que je suis venue à l'écriture, oui. Oui. Tchekhov. D'accord, Ouais. mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Tchekhov, tu nous as dit un petit peu tout Anton à l'heure. Tchekhov, c'est un auteur dramatique russe et qui a écrit Les femmes merveilleusement. Et donc, je pense que c'est vraiment lui qui m'a amenée au théâtre par ses temps morts, par les relations humaines, par ses personnages féminins aussi, donc, et par sa grande compréhension de la psychologie humaine. Voilà. Alors, juste un mot, parce que je voulais en parler, mais on n'a pas eu le temps. À la périphérie, donc toi, tu es intéressé aussi par la question de l'environnement, et je voulais juste citer un article que j'ai lu, qui est une analyse donc, de ta pièce, à la périphérie, donc, qui est d'une docteure de littérature générale et comparée, donc Christina, je vais mal dire le nom, Oikonomopoulou.
Poulo, ouais, voilà. je suis Donc, pas sûre. marginalisation, pollution et migration dans la pièce de À la périphérie de CDF-SR, défis et perspectives du questionnement écologique. Donc, quelque chose, je sais pas, tu l'as peut-être pas lu, mais en tout cas, voilà, ça m'a fait comprendre un petit peu l'approche ou tes perspectives de préservation de l'environnement qui sont liées d'ailleurs à une forme d'intersectionnalité, d'ailleurs, pauvreté, écologie. Dis-nous un petit mot. Comme Oui, ça. en fait, je me dis jamais j'écris quelque chose d'écologique, mais je suis très liée aux éléments. Donc, il y a toujours soit une figure de fleur, par exemple, il y a le lotus qui traverse tout mon roman Trésor national. Il y a eu cette pièce, c'était plus avec des montagnes de poubelles et de déchets. Oui, voilà. Et après, il y avait quelque chose autour de la mer. Donc, je suis liée aux éléments, mais je me dis jamais, tiens, je vais écrire quelque chose d'écologique ou sur l'environnement. Non, En tout c'est cas, pas- elle y a vu quelque chose de très Ben, puissant. ça, c'est le boulot des Voilà, des et ça m'a analystes. permis un peu d'avoir accès à ton œuvre que je ne connais pas, en tout cas, envie d'en découvrir plus. Un homme, Fawzia. Bourguiba, qui a Bourguiba. fait de moi ce que je suis maintenant. Bourguiba, c'est le premier président de la Tunisie, on l'appelait le combattant suprême, Oui. et il mérite bien son nom. C'est celui qui a fait en sorte qu'on aille à l'école, que les filles, que la polygamie soit interdite, le tutorat, la répudiation, qui nous a fait entrer dans la modernité. C'est ce qu'on a appelé le code du statut personnel, qui est le plus révolutionnaire du monde arabe, qui a fait que les femmes tunisiennes ont été les premières à sortir, à faire des études, etc. Et jusqu'à maintenant, c'est un exemple. D'accord. Voilà. Et Donc, aujourd'hui, Bourguiba, la situation des femmes en Tunisie? alors, elle a changé un petit peu, puisqu'il y a eu le passage donc, des islamistes au pouvoir. Donc, vous avez une islamisation des mentalités, mais la loi, c'est la loi. Et c'est encore une fois Bourguiba. Donc, on ne peut pas être polygame, on ne peut pas D'accord. répudier une femme. Et la loi est encore respectée, heureusement. Ok. Marie-Jo, l'homme. Donc, tu as déjà fait le coucou à ton chéri, mais Oui, tu non, peux- non, non, très sérieusement, c'est un anonyme total. Oui. C'est encore de mes nombreux documentaires, reportages. J'ai rencontré un Amérindien qui vivait au fin fond de la forêt amazonienne. Mhm. Quand je suis arrivée dans son espace et qu'il m'a dit, il avait un téléphone satellite, c'était il y a longtemps, à l'époque on n'avait pas de portable, et qui m'a dit, mais Marie-Jo, on a une conversation qui a duré des heures, et il m'a dit, mais Marie-Jo, est-ce que tu peux mettre des frontières à l'air que tu respires? Tu ne peux pas mettre des frontières à l'air que tu respires. Alors, nous, on ne peut pas non plus. La terre est aussi nécessaire que l'air qu'on respire. On ne mettra pas de frontières À la l'air. terre, à la terre. Oui, à la terre. Ça n'est pas possible. Oui. Ça n'est pas, ça ne correspond à aucune logique humaine viable. Et je veux dire, bon, c'est très utopique tout ce que tu veux, mais en même temps, ça m'a fait réfléchir. Mhm. Et cette réflexion-là m'a aidé à approcher les choses dans le monde différemment. Donc, merci à lui. Jingle, le mot de la femme. Le mot de la femme, pour dire que c'est presque fini. Le mot de la femme, le mot de la fin, ce serait quoi, Fawzia? Le mot de la fin, ton dernier mot de cette émission. Merci à vous. Merci de nous donner cette occasion de parler au public martiniquais. Voilà, on se considère comme si on était dans nos propres pays. Ben, en tout cas, vous êtes bienvenue. Merci d'être venu. Le mot de la forme, le mot de la fin, c'est Je crois que ce voyage en Martinique me touche très profondément et je vais écrire quelque chose qui va naître ici, je pense. Bon, très bien, merci. Marie-Jo, le mot de la fin. Ben, je vais lire juste celui que j'ai écrit sur le petit fascicule. Nous écrivons depuis tous les coins du monde et nous marchons ensemble. Voilà, nous écrivons depuis tous les coins du monde et nous marchons ensemble. En tout cas, merci d'avoir marché jusqu'ici, tout ensemble, pour partager vos réflexions, vos tranches de vie et vos écrits avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain épisode de Forme avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes le mardi à 20h05 sur Zitata. Bye bye. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Merci Barbara. Femme. Femme.